Avoir un site internet aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant du point de vue perso et encore plus professionnel. Ils ont terminé le module avec moi et ils ont tous rendu un site internet pro n'ayant aucune compétence en informatique au début. Enfin, fais en tout cas quelque chose où tu sens que tu as du potentiel. Je pense que ça, c'est la première erreur, c'est d'attendre jusqu'à être parfait. Alors c'est aussi le truc qu'il y a derrière, hein. C'est que j'attends d'être parfait pour me lancer sur un truc. Ça, c'est ce que je dis à tout le monde à chaque fois. Sinon, attends pas que ton site soit parfait pour le mettre en ligne. Donc, lancez-vous. Lancez-vous et voyez ce que ça donne. Salut Pierre-Olivier, je suis super content de t'accueillir aujourd'hui dans Skill Experience. Alors premièrement, parce que tu t'appelles Pierre-Olivier et que je m'appelle Pierre-Elliott, donc on a déjà un point commun. Exactement. Et deuxièmement, parce que tu viens de réaliser ta masterclass pour Skill, dont on parlera à la fin, évidemment, on évoquera un peu le sujet. Déjà, comment est-ce que tu vas? Eh ben, super bien, ça s'est très bien passé. Voilà, j'espère avoir délivré le plus de valeur possible pour l'audience. Et puis voilà, moi j'ai bien kiffé en tout cas, ouais. Super, bah, nous aussi on a grave kiffé. On en parlera un petit peu plus à la fin. Là, l'idée dans un premier temps, c'est qu'on parle un petit peu de toi, de ton portrait. Est-ce que tu peux me donner ton nom, ton âge, nom, prénom et puis ce que tu fais aussi comme activité? Donc je m'appelle Pierre-Olivier Lair, j'ai 49 ans. Mon activité principale aujourd'hui, c'est d'enseigner WordPress à des étudiants, à des débutants pour la plupart. Et également, j'ai une grosse activité donc, avec la formation de coaching d'entrepreneurs et plus spécifiquement les professionnels du bien-être, puisque je m'adresse essentiellement à une audience de thérapeutes et de coachs dans le bien-être pour les aider à monter des stratégies digitales pour générer des revenus qui leur permettent de vivre sereinement de leur activité, parce que le problème aujourd'hui c'est ça. Et tout ça bien sûr en appliquant tout ce que j'enseigne à mes étudiants au niveau de WordPress, donc qui puissent avoir voilà, c'est ça, un revenu en tout cas qui correspond aux compétences qu'ils vont fournir à leurs propres patients ou clients. Parce que c'est souvent ça le problème, c'est des gens, parfois je vois des gens qui se réorientent et puis qui mettent 2-3 ans avant d'arriver vraiment à vivre leur activité, et, alors qu'ils ont plein de compétences. Et bon, je trouve ça dommage, donc je suis un peu l'accélérateur en fait dans leur activité, et donc voilà, j'aime faire ça, quoi. Tu as prononcé le mot étudiant, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Alors, étudiant parce que j'enseigne donc à 2 endroits, donc à l'Université Paris-Sorbonne et à la Digital School of Paris. Donc ce sont deux, il y en a une c'est une université et l'autre c'est une école d'ingénieurs, enfin en tout cas école métier du web. Et ce sont des gens qui, alors les premiers sont des gens vraiment qui ne connaissent absolument rien au web design, et à WordPress plus précisément. Les deuxièmes, c'est des gens qui sont déjà un petit peu dans le web, mais qui ne connaissent pas WordPress. Donc dans les deux cas, ce sont des gens qui débutent avec cet outil et à qui je vais donner les clés, les bonnes pratiques pour qu'ils soient autonomes à terme pour développer un site internet professionnel. D'accord. Et pourquoi tu as décidé justement d'enseigner à des étudiants? Parce que voilà, il y a plein de gens qui ne le font pas, qui n'aiment peut-être pas transmettre. Qu'est-ce qui a été pour toi un élément déclencheur là-dedans? Alors moi je pense que depuis toujours j'ai aimé transmettre le savoir. Peut-être de par mes études, j'ai fait des études assez longues avec un doctorat en informatique donc qui était orienté enseignement et recherche. J'ai fait un petit peu de recherche, un petit peu d'enseignement à ce moment-là pendant mes études, et j'ai vraiment vu que l'enseignement me passionnait. Donc transmettre des compétences, faire monter des gens en compétences, c'était ça vraiment que j'aimais faire. Et puis la vie, l'orientation a changé un peu le cours des choses parce que je n'ai pas enseigné tout de suite. Je suis parti d'abord travailler dans une SS2I, donc une société de développement informatique, où j'ai fait mes premières armes justement en développement logiciel. Et puis voilà, je pense que bien vite, j'ai eu ce besoin de revenir à mes premières amours, à me dire en fait il manque un truc. Et ce truc-là, c'était vraiment transmettre ce que j'apprenais. Donc juste être opérationnel, ça ne me convenait pas. Par contre, transmettre ce que je savais, ça c'était vraiment ce qui embellit mes journées encore aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'entreprise, c'est 80-90% de formation et de coaching. Et le reste, c'est de la réalisation, où je peux réaliser des sites pour les gens, mais ça devient maintenant une toute petite part de mon activité. Ouais, donc tu as vraiment trouvé ta passion dans le fait de transmettre aux personnes ton message et ce que tu sais faire. Exactement. Ok. Et comment est-ce que tu as démarré dans l'entrepreneuriat au tout début? Parce que tu l'as dit, hein, tu as fait des études assez longues, tu as fait un doctorat, tu as ensuite travaillé, il me semble, dans une entreprise. Oui. À quel moment tu t'es dit, je veux devenir entrepreneur et pourquoi?
Alors c'est une bonne question parce que je pense que le process, il a vraiment été... ça n'a pas été une décision comme ça du jour au lendemain en fait. J'ai travaillé d'abord donc dans une entreprise pour créer des sites web, ou pour travailler en tout cas dans l'informatique. Je suis resté que 2 ans parce que voilà, c'était pas non plus le truc qui me fascinait. Par contre après, j'ai travaillé dans une entreprise pendant très longtemps où j'étais salarié et c'était intéressant parce que je m'occupais des bases de données dans ce qu'on appelle un OPCO, donc un organisme qui gère tous les fonds de la formation professionnelle. Donc il y avait quand même déjà ce petit, j'allais dire ce petit clin d'œil à la formation. Donc je baignais quand même dedans, mais c'était pas moi-même qui formais. Et progressivement, je dirais, il y a peut-être maintenant 5-6 ans, j'avais l'impression d'avoir fait le tour dans mon boulot. Et je me suis dit, avec tout ce que j'ai appris, pourquoi ne pas commencer à l'enseigner aux autres? Donc voilà, après, c'est pour ça que je dis que je pense que je suis revenu sur des choses qui me titillaient depuis longtemps, mais que j'exprimais pas dans le quotidien parce qu'on n'avait pas besoin de ça dans mon boulot, quoi. On n'avait pas besoin que... Si, je faisais des formations en interne, des fois dans l'entreprise, j'aimais bien ça, mais ça s'arrêtait là. Et donc cette prise de conscience, elle n'a pas été soudaine. Je pense que c'est venu progressivement déjà en faisant des sites pour les autres, en commençant en tant qu'auto-entrepreneur à créer des sites en plus de mon boulot. Et puis la partie qui m'intéressait bien, c'est quand j'avais créé le site pour la personne, c'était lui apprendre à gérer son site en autonomie. Donc là, ça a commencé à faire un peu tilt et je me suis dit finalement peut-être vraiment m'orienter sur la formation, former des gens. Et puis après, voilà, la vie, je pense que fait qu'il y a ce qu'on appelle tout ce qui est le phénomène d'attraction qui fait qu'à un moment donné, on va proposer des cours. Tout ça parce que j'étais allé faire justement une masterclass entre midi et 2. J'étais salarié, je réponds à une annonce sur Facebook, quelqu'un qui cherchait au pied levé, quelqu'un qui pouvait sensibiliser des étudiants à WordPress entre 13h et 14h. Je vois le truc sur Facebook, je tombe dessus à ce moment-là, j'écris au gars, il me dit écoute, si t'es chaud, vas-y, va le faire. Je vais le faire. À ce moment-là, la personne qui dirigeait ce petit groupe d'étudiants et qui faisait venir un inconnu, parce que j'étais un inconnu pour elle, ça s'est très bien passé. Et elle en a parlé donc à la responsable pédagogique de Sorbonne qui lui a dit, en lui disant, voilà, j'ai eu quelqu'un qui parle de WordPress, il a l'air de connaître son truc, est-ce qu'il y a déjà un module qui existe? Oui, il y avait déjà un module où justement le poste était vacant. Elle dit, vas-y, fais un essai quoi. Et donc maintenant, ça fait 4 ans déjà que j'enseigne là-bas. Et ça te plaît beaucoup? Et ça me plaît beaucoup, ouais, parce que c'est le contact avec les étudiants, c'est le fait que je leur apprends des choses et puis que j'ai des super retours. En fait, là, je viens de finir une session là, donc depuis la rentrée, depuis septembre, avec une promo entière de 14 étudiants. Et les retours que je viens d'avoir, ils ont fini leur projet, donc je leur ai fait faire leur projet de site web. Ils n'y connaissent rien. Quand ils arrivent avec moi, ils ne connaissent rien. Je pose la question, qui connaît WordPress? J'ai des fois une personne qui me dit oui, j'ai entendu parler. Eh bien, donc septembre, on est au mois de mars. Donc ça, je trouve ça génial. Là où c'est fou, c'est qu'en fait, on est quand même à une époque où Internet, c'est tous les jours dans nos vies. Et on a encore beaucoup de personnes qui savent à peine comment fonctionne un site internet ou comment créer un site internet, alors que c'est essentiel même quasiment pour tous les métiers aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Puis même parfois en tant qu'amateur, en tant que quelqu'un en perso, voilà, dans le mode perso en particulier, on peut très bien avoir besoin. Moi, je sais que mon père, par exemple, il est photographe, il fait de la photo. Il dit tiens, comment je peux faire pour mettre mes photos en ligne? Un petit blog on photo. On a besoin, d'un petit blog photo. Je lui dis voilà, tu peux faire WordPress, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Donc même dans la vie perso, effectivement, c'est pas forcément pour avoir une visibilité de ouf sur les réseaux, mais c'est pour se faire plaisir et montrer ce qu'on fait en fait. Donc oui, tu as raison, je pense que... Passer à la partie 2, si tu le veux bien. On va parler plus de ton parcours et des leçons que tu as pu en tirer. Déjà, j'ai une première question moi, qui me vient à l'esprit, et même quand on avait déjà échangé auparavant, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que tu as décidé dans ton parcours de faire un doctorat, qui sont des études assez longues? Qu'est-ce qu'il y avait derrière ça? Il y avait forcément, j'imagine au départ, quelque chose... Alors, au risque d'être pas très... je sais pas, non, je vais peut-être décevoir, mais en fait, c'était pas du tout un parcours choisi. Okay. Pourquoi? Parce que moi, à 18 ans, je ne savais pas quoi faire. À 20 ans, je ne savais pas quoi faire. Donc j'ai poussé les études comme ça au fur et à mesure, en faisant d'abord un bac plus 2. Après le bac plus 2, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Je ne sais pas. Bon, je vais faire un bac plus 4, licence, maîtrise à l'époque. Et puis après la maîtrise, bon là c'était un peu plus clair. Oui, les études scientifiques, ça me plaisait bien. Mais en même temps, j'aimais beaucoup, le côté littéraire aussi m'intéressait. Donc quand on a une attirance autant pour les sciences que pour les livres, comment on fait? Quel métier on choisit? En fait, c'est compliqué.
Et choisir un métier, pour moi, c'était, je devais m'imposer quelque chose, quoi. Et à ce moment-là, moi je vois beaucoup maintenant de jeunes, de très jeunes, qui disent ok, ça y est, je veux être entrepreneur, je veux monter ma boîte parce que ça y est, j'ai un truc, j'ai une passion et je veux travailler dans cette passion-là. Moi j'avais des passions plus ou moins, j'aimais bien l'architecture par exemple, j'ai pas été architecte, j'aimais bien le design, j'aimais bien tout ce qui est beau, j'aimais bien créer des choses. Mais à aucun moment je me suis dit tiens, je vais monter ma boîte pour faire des sites par exemple. C'est venu beaucoup plus tard. Donc la direction de poursuivre vers des études longues, finalement, ça m'a été un peu imposé à moi-même. J'ai continué, ça fonctionnait. Bon, à l'époque, il y avait l'armée aussi, hein, donc on repoussait aussi pour l'armée. Voilà, donc à un moment donné, on te rappelle quand même, on dit voilà, maintenant monsieur, il va falloir y aller. Et au sortir de l'armée, bah, ok, j'avais un doctorat en poche, mais en même temps, ouais, j'étais dans la recherche, je pouvais enseigner à des gens qui étaient au niveau bac plus 4, plus 5, donc c'est super intéressant. Mais c'est pas pour ça que j'avais déjà une idée précise de ce qui allait être ma vie dans les 20, 30 années qui suivaient. Donc c'est venu au fur et à mesure. Donc c'est venu totalement au fur et à mesure, et c'est pour ça que c'est, y a des gens qui vont avoir une maturité plutôt lente. Bah, je pense que je faisais partie de ces gens-là qui n'avaient pas une passion dès le début en se disant bah, ça y est, c'est ce métier que je veux faire, je veux être cosmonaute, je veux être journaliste, je veux être pompier. Non, je ne savais pas quoi faire de ma vie, j'ai poursuivi les études. C'est elles qui m'ont poursuivi, peut-être à un moment donné d'ailleurs. Et arrivé à un moment, bah ouais, j'ai choisi de rentrer dans l'informatique de plus en plus et de me spécialiser aussi. Parce que c'est vrai que le fait maintenant d'être compétent dans WordPress, c'est pareil, c'est pas venu au tout début de mes études. Parce que WordPress, c'est récent. 2003, c'est quand même très récent. Donc voilà, il n'y a pas eu vraiment de process ou de déclic. Et c'est une maturité sur du long terme, je pense. Ok, non, c'est hyper intéressant. Et comme tu as beaucoup d'expérience aujourd'hui, voilà, tu as fait de longues études, tu as eu un job, donc tu as vu ce que c'était d'être salarié, etc. Tu es aussi donc, intervenant dans plusieurs écoles, tu es entrepreneur, tu as pas mal d'expérience. J'imagine qu'il y a eu des erreurs, des échecs potentiellement petits ou gros, qui ont eu des conséquences ou non. Est-ce que tu peux nous donner un gros échec que tu as eu, enfin en tout cas qui pour toi est un échec, et quelles leçons tu en as tirées derrière? Je pense que je peux en donner deux même. Ah bah c'est parti. Je vais en donner deux. Le premier, à mon sens, quand je regarde un petit peu rétrospectivement là où j'en suis aujourd'hui, donc avec être entrepreneur à plein temps, et ne serait-ce que 10 ans en arrière, je pense qu'avec plus de confiance en soi, je me serais lancé plus tôt. Okay. Parce que je pense qu'il y a 10 ans, j'avais déjà des compétences acquises que j'aurais pu mettre au service des gens que j'ai aujourd'hui comme clients, mais je pense que je n'avais pas suffisamment cette confiance pour me dire « Allez, lâche ton job de salarié et fais ce qui te plaît. Attends pas d'être parfaitement, d'avoir une autorité dans ton activité de thérapeute pour dire ça y est, je crée mon entreprise. » Et ça, je le dis parce que je sens bien que moi, ça a été un frein au développement et je pense que j'aurais pu être entrepreneur déjà depuis 10 ans. Ouais. Je pense. Donc ça, c'est pour moi la première erreur, en tout cas, qu'on apprend avec finalement l'expérience. Et la deuxième chose, je pense, c'est lié probablement, alors là c'est marrant, c'est un peu l'inverse en fait, c'est l'impression que je savais déjà suffisamment de choses pour ne pas avoir besoin des autres. Ok, il y avait un peu d'ego? Alors, je ne sais pas si c'est de l'ego, en tout cas je me disais, j'ai pas besoin, en fait je connais tellement de choses que je vais monter ma boîte, je vais faire ce que j'aime, je vais coacher des gens, je vais pourquoi pas réaliser des choses aussi pour les autres. Mais j'ai pas besoin d'autre chose en fait. Je me suffis à moi-même. Okay. Alors ça, je pense ça vient aussi d'un besoin de contrôle. J'ai du mal à déléguer et donc j'ai besoin de contrôler ce que je fais. J'ai l'impression que ce que je fais, ça va être mieux fait que quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est aussi un problème. Et ça, je pense que ça a été un frein, encore une fois, à mon développement plus rapide parce que j'ai gardé des tâches qui n'étaient pas des tâches prioritaires ou en tout cas des choses qui ont freiné mon développement. Et si j'étais allé tout de suite sur mon cœur de métier, en tout cas sur des compétences fortes que j'avais, en me disant ok, je fais ça très bien, je le fais, mais le reste qui m'intéresse moins, je peux peut-être le déléguer. Ça, je pense que ça a été aussi une erreur, alors que j'ai rattrapé quand même assez vite, parce qu'après je me suis dit bon allez, arrête d'être con et prends quelqu'un, prends un coach. Donc je me suis fait coacher, et là ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Là je me suis dit en fait ouais, tu as quand même appris plein de choses d'un gars qui a 20 ans de moins que toi, et en fait, il t'a appris plein de choses nouvelles que tu ne savais pas. Et ce n'était pas forcément des compétences techniques, parce que là, j'avais l'impression de les avoir. C'était des compétences de savoir-être et pas de savoir-faire.
Et ça, effectivement, ça ne s'apprend pas et ça vient avec, encore une fois, la maturité. C'est hyper intéressant. Et du coup, alors, on voit que tu en as tiré des leçons, hein, tu en as parlé. Et si tu devais donner un conseil, un seul, à un entrepreneur qui démarre, qui débute, là, qui a lancé son activité, peu importe son activité, ce serait quel conseil que tu donnerais? Alors, à quelqu'un qui démarre dans une activité quelconque, qui veut monter son entreprise, qui lance son projet, qui est en train de le lancer, ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais comme message? Alors, je lui dirais, je pense, plusieurs choses. Premièrement, de se faire confiance. De se faire confiance parce que ce syndrome de l'imposteur que la majorité des gens ont quand ils se lancent, disent « Ah oui, mais est-ce que je suis vraiment crédible? Est-ce que j'ai suffisamment d'autorité, de légitimité pour lancer ça ?» Bah non, au début, on l'a peut-être pas. Mais est-ce que ça empêche les gens de commencer, de débuter? Bah non, il faut bien débuter à un moment donné. Deuxième chose, je pense que, j'en ai un peu parlé, c'est tout de suite voir ses limites et se faire accompagner sur ce qui nous manque comme compétences. Donc voilà, se dire ok, ça je le fais très bien, mais peut-être qu'il y a la partie, j'en sais rien moi, la partie comptable, la partie vidéo, tiens par exemple, voilà, moi j'ai fait très longtemps mes vidéos moi-même. Bah ok, bah maintenant je me dis, il va peut-être falloir à un moment donné où tu vas peut-être déléguer la partie vidéo. C'est bien beau de se faire une vidéo avec un smartphone, mais à un moment donné, bah, il y a des gens qui sont compétents et qui ont la possibilité de faire quelque chose avec un meilleur rendu, beaucoup mieux, et tu n'auras pas de contrôle dessus, certes, tu contrôleras peut-être moins de choses, mais c'est plus toi qui fais. Donc ça, c'est la deuxième chose, je pense, c'est à un moment donné, c'est entourez-vous de ceux qui savent sur les compétences que vous n'avez pas, ou que vous avez un petit peu, parce que c'est bien des fois de savoir comment il faut faire pour donner aux autres. Je pense que c'est important de ne pas déléguer des choses sans savoir comment ça fonctionne. Mais par contre, une fois qu'on sait qu'on a des compétences dans quelque chose, mais pas suffisamment pour exprimer sa zone de génie, dans ces cas-là, laissez-le aux autres. Voilà. Et là, c'est là où ça va, je pense, avoir une évolution dans l'entreprise, un coup de fouet. En tout cas, c'est ce que j'ai pu observer pour moi et je pense que ça peut se répéter pour d'autres personnes. Ouais. Alors, on va rentrer dans la troisième partie qui est plus la partie journal intime, on va dire. C'est plus des infos sur toi pour apprendre encore à mieux te connaître. Déjà, quel type d'entrepreneur est-ce que tu penses être? Est-ce que tu es plutôt, je ne sais pas, Elon Musk? Est-ce que tu es plutôt Jeff Bezos? Est-ce que tu es quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est plutôt créatif? Comment est-ce que tu te visualises? Alors, je me visualise comme quelqu'un entrepreneur perfectionniste et extrêmement travailleur. Trop, diront certains, ma famille, mes proches. Tu travailles trop et trop perfectionniste. Alors là, je travaille beaucoup dessus. J'essaie de lâcher des choses justement pour mettre en place avant que la perfection n'existe pas. Donc, on essaie d'avancer là-dessus. Mais ouais, je suis plutôt le genre de personne qui est vraiment tout le temps au taquet. Il y a des trucs à faire. Oui, créatif, je pense aussi, parce que j'ai besoin de renouveler aussi ce que je fais, d'apprendre des choses nouvelles tout le temps. Je suis tout le temps en train de me former, par exemple. Donc, Skill est un parfait exemple de plateforme sur lesquelles je pourrais me nourrir de nouvelles choses. Et d'ailleurs, j'ai déjà appris plein de choses avec les masterclass précédentes. Donc oui, je pense que je suis quelqu'un qui a besoin d'innover, de créer des nouvelles choses, de ne pas trop se reposer sur ses lauriers, bien que j'avais tendance par le passé à faire ça, mais je vois que ça freine aussi l'évolution de faire ça. Ouais. Si on ne se renouvelle pas, et pas parce qu'on est spécifiquement dans les technologies, le numérique ou le digital, parce que là oui déjà il faut suivre, il faut se renouveler. Les formations que j'ai en ligne tous les 2 ans, 1 an et demi tous les 2 ans, il faut renouveler des choses. Bah, je pense que pour soi c'est pareil, il faut apprendre de nouvelles choses et arriver à être créatif parce que oui, et puis il y a aussi la concurrence, il faut arriver à se démarquer, faire des choses que tiens, il a fait un truc sympa qui attire l'œil. Donc je suis plutôt dans cet esprit-là, ouais. Ok. Voilà. Ok, cool. Donc ça serait plutôt peut-être un Elon Musk qui a 12 000 idées à la minute et puis qui dit on va aller sur Mars, tiens mais non t'es con, ça peut pas. Bah si tu peux. Si. Donc toi dans ton type d'entrepreneur, disons ta vision, tu es plus Elon Musk que Jeff Bezos? Alors oui et non, je pense que je ne peux pas dire que je suis Elon Musk parce que je suis quand même assez terre à terre sur mes réflexions. Okay. Voilà, assez cartésien. Je vais pas être totalement perché en me disant tiens j'ai pensé à ça, je vais le faire. Tu es rationnel quoi. Je suis assez rationnel, ouais. Et donc ce côté-là, je peux ne pas l'avoir. Par contre, fourmiller d'idées et avoir des nouvelles idées parce que j'aurais vu peut-être un truc qui me fera penser à autre chose, ouais, là je pense que ça peut vite arriver à une idée, mais par contre je vais analyser l'idée finale. Ouais. Je vais me dire est-ce que c'est réalisable avec mes moyens, avec mes compétences, oui ou non. Maintenant je me dis
ou peut-être par d'autres, ce que je ne me disais pas avant. Mais en tout cas, ouais, est-ce que c'est faisable? Oui, si je peux, je le fais. Mais si c'est un truc trop perché, non, je vais être quand même sur la retenue et je vais pas le faire. Ok. Est-ce qu'il y a un livre, un film, un podcast ou même une vidéo YouTube ou une chaîne YouTube qui t'a vraiment marqué un jour, ou que tu regardes d'ailleurs encore, et ça a eu un impact vraiment important sur ta carrière d'entrepreneur ou dans ta vie? Alors, j'ai commencé à lire des livres et des biographies d'entrepreneurs, tout ça, sur le tard. Il y a très peu de temps que je m'intéresse justement au parcours des autres pour voir ce qui peut m'inspirer et m'enrichir. Il y a un bouquin que je relis, c'est un gros bouquin mais que j'aime beaucoup, c'est la biographie de Steve Jobs. Ouais. Voilà, que j'aime beaucoup parce que c'est bourré d'anecdotes sur le personnage qu'on connaissait un petit peu comme ça, parce que c'était toujours les présentations de ces produits étaient toujours attendues vraiment par tout le monde. Mais quand on le voit de l'intérieur avec une journaliste qui vraiment va décrire tout ce qui s'est passé, la relation avec ses équipes, c'est un personnage quand même il est un peu torturé aussi. Donc voilà. Et je pense que ça aussi, ça amène de la créativité. C'est le fait de ne pas lâcher, le fait d'être peut-être à un moment donné autoritaire pour faire passer une idée. Je ne suis pas comme ça, mais je me dis, je comprends que des choses avancent parce que cette personne-là avait ce tempérament-là. Ouais. Donc ouais, c'est quelqu'un que je trouve dans sa globalité, il y a défauts bien sûr et qualités, mais dans sa globalité, je trouve que c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Ouais. Après, les défauts font aussi les grands entrepreneurs. Elon Musk a beaucoup de défauts également. Exactement. Il paraît que quand on lit sa biographie, on voit que c'est quelqu'un qui est extrêmement sévère, extrêmement strict. Ouais. Mais ça fait aussi peut-être les personnes qu'ils sont, les entrepreneurs qu'ils sont. C'est ça. Mais j'ai aussi la biographie que j'ai pas commencé justement. Elle est très bien. Mais moi, je l'ai aussi sur mon bureau et elle est en attente celle. Ouais, il est très, on va pas dire tyrannique, mais c'est quelqu'un il faut pas l'énerver. Mais je pense que aussi ces gens-là, pour avoir des équipes qui fédèrent et d'autres qui vont complètement se repousser en fait. D'ailleurs, c'est bien d'être polarisant parce que si on est tiède, on est personne. Le fait d'être polarisant, d'attirer les gens pour fédérer les gens pour un projet et repousser d'autres, je pense que ouais, ça va aider des gens à émerger avec des projets complètement fous, quoi. Si on l'aime ou on le déteste, quoi. Oui, c'est ça. Exactement. Ouais, c'est ça. On va passer maintenant à la dernière partie, si tu veux bien. On va parler de ta masterclass qu'aujourd'hui tu as donnée pour Skill. Est-ce que tu peux, alors déjà, comme tu as dit, tu t'es senti à l'aise et nous aussi, on en est ravis, c'était vraiment une belle expérience. Est-ce que tu peux nous parler de quoi cette masterclass va parler et à qui elle va s'adresser? Alors cette masterclass, elle va apprendre aux entrepreneurs globalement à réaliser eux-mêmes un site internet professionnel. Et tout ça sans avoir de base, de compétences particulières en informatique. Donc ça rejoint parfaitement ce que j'enseigne moi à mes étudiants chaque jour. C'est en fait des gens qui n'y connaissent rien, mais qui ont besoin quand même d'avoir un site web, qui ne veulent pas forcément dépenser plusieurs milliers d'euros dans une agence web ou via un web designer qui va leur faire peut-être un truc aux petits oignons, mais qui va leur prendre une bonne partie de leur CA. Donc ces gens-là, ils se disent « Ok, est-ce que je peux faire le truc moi-même ?» Oui, je peux. Ah oui, mais ça va être moche. Bah oui, ça va être moche si tu n'as pas les clés, si tu n'as pas les bonnes pratiques, si tu ne sais pas sécuriser ton site, si tu ne sais pas référencer ton site, etc. Donc dans cette masterclass, c'était vraiment ça l'idée pour moi, d'arriver pour être le plus dans la démonstration, montrer ce qui était possible de faire, et tout ça avec un clavier et une souris. Et là, je me suis mis vraiment au niveau de quelqu'un qui débute, qui arrive, qui ne connaissait pas WordPress, qui dit j'ai besoin d'un site web pro, faut que ça ait de la gueule, faut que ça ressemble à quelque chose, comment je fais? J'écoute la masterclass et à la fin, je suis capable de me lancer et puis de créer mon site. Donc, c'est-à-dire que pour toi, ça s'adresse à quel type d'entrepreneur? Est-ce que n'importe qui peut l'utiliser ou est-ce que c'est plutôt pour un certain type d'activité? Alors déjà, c'est toute activité. On verra dans la masterclass que j'ai pris un exemple d'activité, mais on pourrait en prendre n'importe quelle activité. À un certain type d'entrepreneur, je pense que ça s'adresse un peu plus pour ceux qui aiment bien réaliser par eux-mêmes. Parce que ceux qui sont toujours maintenant je ne sais pas faire, j'ai pas envie d'apprendre et je délègue, là forcément ils vont être un peu moins intéressés par le fait de rentrer eux-mêmes dans le produit. Par contre, tous ceux qui sont un peu débrouillards, qui aiment savoir comment ça se fait pour ensuite l'utiliser, pour être autonome aussi. Parce que l'idée c'est d'être autonome sur la plateforme. C'est pas au bout de 6 mois dire tiens j'ai besoin de quelqu'un pour gérer mon site, pour mettre du contenu, tout ça. Enfin oui, on peut déléguer. Mais quand on sait faire, qu'on l'a fait nous-mêmes et qu'on sait exactement ce qu'il y a dedans, je trouve ça plus sympa. Donc c'est plutôt pour ces gens-là, ouais.
Complètement. Bah, magnifique. En tout cas, nous, on a été ravis de faire cette masterclass avec toi. Merci beaucoup. Pareil. Tu as donné énormément de conseils. Franchement, c'était vraiment excellent. Peut-être un dernier mot, l'équipe de tournage, comment ça s'est déroulé? Tu as bien aimé? Équipe de tournage au top, franchement au top. Je me demande même si je vais pas, parce que j'ai besoin, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai besoin de gens pour mes futures vidéos. J'ai aussi dans ma clientèle de professionnels du bien-être des gens qui veulent des vidéos un peu plus institutionnelles, plutôt que de simples témoignages un petit peu faits à la va-vite via Zoom. Donc oui, justement, j'ai besoin d'avoir les contacts de toute ton équipe de tournage. Eh ben, Pierre Elliott. Ils seront ravis d'échanger avec toi. Eh ben, et moi, en tout cas, j'ai été ravi de faire donc, cette masterclass et ce podcast avec toi. On a fait un super échange, j'ai trouvé. Et puis, alors si vous voulez voir la masterclass, évidemment, allez sur Skill. Donc vous retrouverez le lien dans la description. Et si vous voulez évidemment voir tout ce que fait Pierre-Olivier, c'est hyper intéressant. Vous pouvez aller voir sa chaîne YouTube. Tu as aussi un LinkedIn, un site internet, un Facebook. Voilà. Tu as tous les réseaux sociaux quasiment. Oui. Tu partages beaucoup de valeurs. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis merci à toi encore une fois. Merci Pierre Elliott. Merci à tous. À bientôt. Ciao.